Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidable. Ce matin, nous recevons une pointure dans le milieu médical. Le professeur Karim Boujedma est un des grands spécialistes mondiaux des transplantations hépatiques, les transplantations du foie. Vous officiez depuis plus de 25 ans au CHU de Rennes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va revenir sur votre parcours brillant et vos différents projets. À vos côtés ce matin, le professeur Yannick Malédan. Bonjour, vous êtes médecin réanimateur avec qui vous avez été les chevilles ouvrières du Fonds Nominoé, un fonds qui s'est donné pour mission de permettre aux Bretons d'être acteurs de leur santé et d'y contribuer par des dons. Marie-Louis, bonjour, vous êtes déléguée générale de ce fonds Nominoé. Vous allez nous expliquer comment ça marche. Pierre Ledieuf, vous y participez aussi, mais c'est aussi en qualité d'ami de Karim Boujedma que vous présentez à nous ce matin. Bienvenue à tous les quatre. Karim Boujedma, on avait envie de savoir, pour commencer, la Bretagne et vous. C'est une histoire qui a commencé quand et comment ? C'est une histoire qui a commencé en 1998. J'étais jeune professeur des universités à Strasbourg. Et puis, on m'a fait savoir par, vous savez, les réseaux, les canaux, qu'une place allait se libérer à Rennes. Et Rennes avait déjà dans le monde de la médecine, et en particulier dans mon domaine, une réputation bien assise. C'était un centre expert en chirurgie du foie. Il y avait de la chirurgie à un très haut niveau déjà, et donc j'ai pensé que j'avais à peine 40 ans, que ce pouvait être pour moi une opportunité d'aller rebondir ailleurs. Ça fait toujours du bien d'aller ailleurs. Changer d'air, oui, parce que ça change vos repères et ça vous impose de vous resituer, ça vous demande de faire des efforts, c'est pas mal. Et je crois que, professeur Malédan, vous avez été un petit peu l'instigateur de cette aventure vers l'Ouest. Absolument, parce qu'à l'époque, j'exerçais en plus du métier de réanimation, celui de président de la commission médicale d'établissement. Et donc, à ce titre, on recherche toujours les perles que l'on pourrait recruter à travers un mercato. Et donc, comme l'a bien rappelé Karim, effectivement, il y avait déjà une expertise certaine dans le domaine du foie et toutes les pathologies digestives au CHU, mais se profilait le départ du leader. Et donc, dans ces cas-là, on cherche. Et ayant été quelques temps auparavant faire une certaine expertise dans la chirurgie strasbourgeoise à titre étranger, j'ai repéré, j'ai appelé. Et oui, je pense que j'ai fait une bonne pioche. Challenge réussi. Qu'est-ce que vous inspirez la région, professeur Karim Boujedma, avant d'y poser vos valises ? Les vacances, tout simplement. Oui. Vous fréquentiez souvent la Bretagne pour les vacances ? Souvent non. Je suis plutôt amateur du centre de la France. Enfin, j'ai une maison. Mais c'était pour moi des souvenirs d'adolescence, de jeunesse, où de temps en temps je venais, et en particulier de voile. D'accord. J'étais venu m'initier à la voile au Glénan. D'accord. Dans quel coin ? Parce qu'ils ont plusieurs sites. Sur l'île Saint-Nicolas, où je faisais aussi de la plongée. Et donc, la Bretagne, pour moi, ça signifiait quelque chose. Et quand on m'a dit Rennes, j'ai tout de suite dit formidable, je vais passer mes week-ends à la plage. Alors, si vous êtes débauché à Rennes aussi, c'est parce que vous avez un parcours qui est synonyme d'excellence. Peut-être pour que les téléspectateurs puissent se faire une idée de votre trajectoire, ce choix de la médecine, comment il s'est formalisé pour vous ? La question est bonne. Formaliser n'est pas le bon terme. Il s'est imposé à moi parce que mes parents étaient assez directifs. Pour tout dire, vous savez, voilà, et pensaient que la médecine était une affaire de famille et qu'il fallait que je fasse de la médecine. Et dans la médecine, j'ai eu le choix de faire une spécialité quand même. J'ai un peu de choix et donc la chirurgie très vite. Très vite, naturellement. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a décidé à vous tourner vers la transplantation hépatique, la transplantation du foie ? Alors le hasard, si tant est qu'il existe, parce que quand j'ai commencé mes études de chirurgien, enfin être interne en chirurgie, je suis tombé dans un service où il y avait là un professeur agrégé qui était jeune, brillant, plein d'allant, plein d'élégance, excellent chirurgien. Fait partie de ces hommes que vous rencontrez, qui vous séduisent un peu, et à qui vous avez envie de ressembler, surtout quand vous êtes tout jeune. Alors voilà, les choses se sont faites comme ça. Et puis il m'a dit, tiens, qu'est-ce que tu fais là cet après-midi ? Je lui ai dit, pas grand-chose, viens avec moi, nous allons greffer un rein.
Et cette façon d'aborder la chirurgie m'a tout de suite séduite. Voilà, j'ai été pris par la greffe. Et justement, l'une des photos que vous nous avez envoyées pour illustrer votre parcours, c'est cette photo. Alors je pense que pour les téléspectateurs qui nous regardent, ça leur provoque un peu de surprise. Dites-nous ce que c'est, parce que moi je sais ce que c'est. Perruque de cheveux, en fait pas du tout, c'est ce que l'on appelle un moule de foie. Donc c'est un foie humain dans lequel on a injecté une résine, dans les vaisseaux duquel on a injecté une résine. Et il n'existe donc de cet organe que la trame, que les vaisseaux. Ça signifie bien la complexité de l'organe. Et aujourd'hui, on opère les foies, c'est-à-dire que l'on sait dans quel plan passer, à quel endroit passer pour ne pas blesser les vaisseaux. Et ça donne une idée de l'importance de la mission. Voyez. Quand vous allez chercher Karim Bouudjema à Strasbourg, il était déjà une référence. Absolument. Comment s'était-il distingué ? Il s'était distingué justement parce que la transplantation hépatique était à l'époque un vecteur qui montait. La transplantation hépatique est venue beaucoup plus tardivement que les transplantations, qu'elles soient rénales, cardiaques, et le foie était quelque chose d'important. En plus, à Rennes, on avait modestement, une certaine expertise hépatique. On l'avait à travers la chirurgie, mais on l'avait également à travers une unité de recherche, INSERM, qui travaillait sur le foie, sur tous les différents organes, les différents éléments du foie. Et j'en faisais partie. Et naturellement, Karim a également intégré ça. Donc il y avait à la fois l'intérêt du patient, tu ramenais le patient au centre du débat, l'intérêt du patient, mais également l'intérêt de la recherche. Donc c'était un binôme qui ne pouvait qu'être séduisant. Une référence aussi parce que vous allez mettre au point une greffe auxiliaire. Absolument. Alors expliquez-nous ce que c'est, en quoi ça se distingue d'une greffe classique du foie. Une greffe classique du foie consiste à enlever le foie malade complètement et puis à le remplacer complètement par un nouveau foie. Une greffe auxiliaire, un peu plus sophistiquée, on n'enlève que la moitié du foie malade et on la remplace par une moitié de foie normal. Et quand on a de la chance, quand le malade a de la chance, le foie malade régénère. Et vient un moment où on peut enlever la moitié greffée, donc cette espèce de foie à roue de secours qu'on a mis en place. Donc c'est un concept qui avait été imaginé il y a bien longtemps. Mais vous avez été le premier à réussir de manière tout à fait complète ce type d'intervention, c'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, les choses se sont déroulées exactement comme on l'avait imaginé, comme on l'avait travaillé auparavant. C'est un enfant qui avait 4 ans, qui avait une hépatite gravissime, à qui on a greffé la moitié du foie et qui, entre 6 mois et 1 an après la greffe, a pu se débarrasser de son greffon parce que son foie à lui avait repoussé. Donc c'était la preuve du concept, si je puis dire. Et aujourd'hui, cette personne va bien ? Très bien. J'ai des nouvelles très régulièrement. Donc c'est un adulte maintenant. Et il va très très bien, oui. Alors je vous propose maintenant de regarder cet article. En janvier 2017, Ouest France titrait à votre propos « L'homme aux 1000 greffes de foie ». Est-ce que c'est toujours la même émotion quand un foie repart après une transplantation, Karim Bouudjema ? Ah oui. Ouais. C'est une sensation qui ne s'émousse pas. Même avec les années ? Même avec les années, même avec le nombre. Lorsque le foie se revascularise, c'est ainsi que l'on dit, donc lorsque le sang à nouveau pénètre dans l'organe et qu'il reprend sa couleur naturelle, c'est tout à fait étonnant. Et puis surtout, il y a des stigmates de fonction. On voit qu'il fonctionne puisqu'il produit des substances, de la bile en particulier. On le voit comme ça sur la table d'opération et on se dit, ça y est, la personne que je viens d'opérer avait un foie malade qui ne marchait pas et maintenant il a un foie qui est normal et qui fonctionne. Et cette personne va guérir, va se transformer très rapidement. Il est très malade le jour où on le greffe et 3 mois après, on ne le reconnaît plus tellement il a été transformé. Il a repris son apparence d'homme sain. Peut-être pour qu'on imagine un peu les coulisses, ça dure combien de temps ce type d'intervention ? C'est variable. Combien de temps de préparation aussi pour un chirurgien comme vous ? Les malades sont pris en charge par différentes équipes. Et ça, c'est vraiment un point capital. C'est ce qui fait d'ailleurs la qualité d'une activité de transplantation au sein d'un centre hospitalier universitaire. Quand un centre hospitalier universitaire est capable de réunir autour du malade toutes les spécialités qui vont s'engager dans le processus transplantation, c'est un label de qualité. Et à Rennes, toutes les équipes qui s'engagent autour du malade, qu'elles soient médicales ou
paramédicale, enfin soignante, toutes les équipes soignantes qui s'engagent sont d'un niveau tout à fait exceptionnel et c'est ce qui fait la qualité du programme de transplantation hépatique rennais. Alors vous êtes aussi amené dans des situations délicates à travailler main dans la main avec des médecins réanimateurs. Alors vous le disiez l'un de l'autre en préparant cette émission, c'est assez surprenant, vous avez dit avoir la même conception du métier, être sur la même longueur d'onde. Ça veut dire quoi, être sur la même longueur d'onde qu'un confrère, professeur Malédan? Je crois que c'est effectivement important. Je suis d'ailleurs heureux qu'on ait eu. Mais vraiment, c'est les mots que vous avez employés l'un pour l'autre. Le même mot, donc ça prouve vraiment. En n'étant pas dans la même pièce. La complicité est totale. Un médecin réanimateur a besoin d'un bon chirurgien. Et un bon chirurgien a besoin d'un médecin réanimateur avec une certaine compétence. Et ce qui a fait vraiment cette complicité que j'ai avec Karim, c'est qu'on réagit de la même manière. C'est-à-dire que sur une complication qui peut survenir dans toutes les mains chirurgicales, quelles qu'elles soient, c'est la loi du nombre, ou au contraire, avoir en réanimation un patient qui nous échappe et pour lequel on a besoin d'une chirurgie, on s'appelle, on se complète, on n'a pas besoin de parler pendant des heures, on n'a pas besoin de demander ce qui fait un peu parfois la difficulté des examens extrêmement importants, complémentaires, de l'imagerie, etc. Je dis j'ai besoin de toi, ou il me dit j'ai besoin de toi, et ça suffit. C'est un pacte. Et franchement, ça contribue beaucoup à la sérénité des deux équipes. Et avec Karim, ça a été immédiat. Et le pilier dans tout ça, c'est aussi la confiance que l'on a complète. Les uns avec les autres. Complète. Devant la difficulté qui se présente et qui concerne le malade, c'est une force, je crois, énorme. Et c'est ce que j'ai toujours rappelé à mon équipe. Lorsqu'un réanimateur est dans la difficulté, on ne discute pas. On sait qu'il est mal, on sait qu'il travaille pour le malade et il faut être là pour le malade et donc de faire ce qu'il demande. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que Yannick aussi pense inversement. On ne discute pas. Bien sûr, le chirurgien appelle parce qu'il a besoin, la porte est ouverte. Il n'y a pas de discussion possible. Et après, on discute ensemble, mais sur le reste. Mais au départ, voilà, il faut que ce soit le phénomène réflexe. L'équipe. Voilà. On en fait beaucoup des rencontres comme celle-là qui vous lie dans une carrière professionnelle. Je ne sais pas quoi répondre, Yannick. Non, moi je rare, veux être entier. Alors on a des gens avec qui on travaille de façon habituelle, et là il n'y a pas de question. Mais des gens avec qui on travaille dans ce niveau de complicité, d'entraide permanente, de regard, il est 3h du matin, je l'appelle, je n'ai pas besoin, il arrive, enfin je veux dire, et vice-versa. Donc ça, non, franchement, on rentre dans l'exception, mais dans l'exception, dans la belle exception. Alors si la greffe peut sauver des vies, peut-être pour nos téléspectateurs qui nous regardent, pour ceux qui l'attendent, le temps est long. C'est quoi les délais d'attente, par exemple au CHU de Rennes aujourd'hui Il n'y a pas un délai, mais des délais, comme vous le dites très bien, donc qui dépendent de la gravité de la situation. La France a pris l'option, parce que tous les pays ne font pas la même chose, la France a pris l'option de prendre en charge le plus grave, c'est-à-dire celui dont le temps de survie est le plus court et pour lequel il faut se dépêcher. Tous ces malades en attente sont classés sur une liste, qui est une liste française, nationale, il n'y en a qu'une, donc, et à chaque fois qu'un organe est disponible, il est proposé au plus haut de la liste, et ainsi de suite. Donc en France, on greffe le plus grave d'abord. Donc il y en a qui ne sont pas très graves et qui vont attendre plusieurs mois, 1 an parfois, 1 an et demi. Et puis il y en a d'autres qui sont très graves et qui vont attendre 48 heures parce qu'ils sont dans une situation de détresse qui demande à ce qu'on les transplante en urgence. Voilà. Donc le système est assez bien fait, mais il repose sur un principe, c'est le plus grave d'abord, que l'on peut discuter, mais c'est une question de société. Après, ça n'est plus de la médecine, c'est de la... Des sujets de société. Alors, votre expertise vous amène aussi à former en France et à l'étranger. Est-ce que c'est un élément qui compte beaucoup pour vous dans vos activités aujourd'hui ? Oui, très important, parce que ce sont toujours des moments de partage avec l'équipe. Je parle de l'équipe rennaise où on se déplace, on va en Algérie régulièrement. Justement, on voit cette image
Vous êtes au centre Pierre-Marie Curie. Oui, c'est ça. C'est à Alger. C'est le centre Pierre et Marie Curie, qui est un centre anticancéreux qui avait besoin d'un programme de transplantation hépatique pour soigner les cancers du foie. D'accord. Et donc, ils m'ont appelé, parce que je garde, pour des raisons qu'on évoquera peut-être, des relations très étroites. On peut le dire maintenant, parce que vous avez grandi. Vous êtes né en Algérie. Je suis vous né y avez là-bas, grandi. J'y ai grandi, j'y ai fait toute ma scolarité. Et donc, j'ai des contacts et le docteur Grabat, qui est sur cette photo, m'appelle un jour et me dit voilà, j'aimerais bien qu'on propose à mes malades un programme de transplantation hépatique. C'est de la greffe dite à donneur vivant apparenté, c'est-à-dire que c'est toujours un membre de la famille, un père, une mère, un frère, une sœur, un oncle, une tante, qui donne une partie de son foie à l'enfant ou au jeune homme ou à la personne malade. Et donc, on a commencé en 2002 et depuis cette époque, très régulièrement, on y va avec toute l'équipe qui est ici, donc anesthésiste, penseuse, assistant, pour aider les équipes locales. Et ça, c'est un grand moment de satisfaction. Ça a une saveur particulière parce que vous venez de là aussi. Ah bah oui, bien sûr, incontestablement. Oui. Et puis, c'était pour moi aussi l'occasion de parfois revoir mes parents qui habitaient toujours là-bas. Justement, quel a été le regard de vos parents sur cette trajectoire que vous avez eue? Parce qu'il faut préciser quand même, dans la famille, la médecine coule dans les veines, parce qu'il y a le papa, les frères qui sont dans le milieu. Oui, c'est vrai. Absolument. Donc 2 frères qui, eux aussi, sont médecins. Enfin, ils ne sont pas chirurgiens, mais ils sont médecins. Et le papa, qu'est-ce qu'il faisait? La médecine générale. C'était un homme de terrain, vraiment, pour lequel nous, ses enfants, avions beaucoup d'admiration, parce que c'est un homme engagé. Il était engagé pour le bien des autres. Il avait un cabinet de consultation en pleine ville, donc en plein milieu de la vieille ville de Constantine, l'endroit où j'ai grandi. Et il était, très sollicité. Il faisait à l'époque ce qu'on appelle des visites à domicile. Je crois que c'était quelque chose qui a disparu de la pratique médicale. En France, c'est sûr. Voilà. Mais tous les jours de la semaine, week-end compris, à partir de 17h, mon père partait en vadrouille partout. Il revenait à 10h, 11h, minuit, tous les jours. Il était complètement pris. Et puis tout le monde le connaissait. On vivait dans cette atmosphère où c'était l'homme utile, l'homme public. Et la mère aussi qui était pharmacienne, il faut le dire aussi. Oui. Elle était pharmacienne, elle distribuait des médicaments. Ouais. Ça vous a aidé à vous projeter aussi sans doute, dans le métier du soin? Oui, absolument. Oui. Sans conteste, il y a une influence très forte. On va revenir en France, à Rennes précisément. Peut-être ce qui est le plus surprenant, le plus inattendu dans votre parcours, c'est que vous allez essayer de faire de la politique en tant que Je croyais qu'on n'allait pas en parler, mais... À la mairie de Rennes, je trouve que c'est intéressant quand même de l'évoquer. Le réanimateur n'a rien pu faire là-dessus. En 2000, si, peut-être après. Une question, qu'est-ce que vous alliez chercher en vous challengeant dans ce milieu politique, alors que vous n'aviez plus rien à prouver, entre guillemets, dans le secteur médical? Oui, mais quand on se sent à l'aise dans son métier, quand on est satisfait de ce que l'on fait, quand on a envie de s'engager dans autre chose que la médecine, parce que la médecine m'avait pris tout mon temps. Et j'avais envie de sortir un petit peu de la maladie, du soin, pour aller voir ce qui se passait dans la, entre guillemets, vraie vie. Ça reste la vraie vie quand même, le secteur médical. Oui, tout à fait, mais il m'a fallu cette expérience pour m'en rendre compte. Et donc, pour me rendre compte qu'il n'était pas besoin de faire de la politique pour être un homme impliqué dans la vie publique, impliqué dans la vie des autres, et que... voilà, c'est très bien comme ça. J'ai fait de la politique, oui, j'ai été aidé. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui m'ont fait confiance à cette époque. Mais ce n'est pas un milieu dans lequel je me suis épanoui. Voilà, ça a été... Puis c'est difficile, vous savez, c'est compliqué la politique. C'est un monde de requins, paraît-il. Des requins, enfin des bagarreurs. Ce sont des gens qui se battent du matin au soir, je suis très admiratif, et qui arrivent à résister alors que ce n'est pas mon tempérament. Et si moi, je suis plutôt accompagnateur. Ou pas? Pas de cette manière. D'accord. Pas de cette manière, non. C'est un petit peu sur ce terrain politique que vous vous êtes rencontrés. Alors, c'était avant les législatives, puisque vous allez demander à professeur Karim Boujedma d'être votre suppléant dans cette bataille. Et tout de suite, le feeling est passé entre vous. C'est comme ça que vous allez avoir votre premier point d'accroche, Marie-Louise.
Alors, en effet, je suis allée voir Karim, qui m'a très bien reçue pour le solliciter pour m'accompagner dans mon petit projet politique qui était, une petite disponibilité temporaire comme ça que j'ai mis au service de mes convictions. Et cette rencontre nous a permis de cheminer depuis. On a fait pas mal de choses, c'était intéressant. Et puis Nomino est arrivé dans ma vie grâce à Karim. Donc en effet, la rencontre a été très fructueuse. Alors vous allez reprendre votre vie dans le secteur médical après cet épisode politique. Et donc aujourd'hui, vous avez un autre bébé. Quand vous ne formez pas, quand vous n'opérez pas, c'est Nominoé. Alors peut-être pour qu'on puisse avoir une idée de ce que c'est, comment est née cette aventure ? Parce que c'est un fonds, on l'a dit. Oui, c'est un fonds de dotation. Donc les hôpitaux, d'une manière générale en France, avaient conceptualisé l'idée que l'on pouvait financer la santé, mais dans un sens très large, on va revenir là-dessus, à travers non pas des fondations ni des associations, mais des fonds de dotation. Donc tous les hôpitaux français, tous les CHU en France, même les hôpitaux généraux en France, se dotent aujourd'hui d'un fonds de dotation. Et c'est un projet qui m'a immédiatement séduit parce qu'il me rappelait mon épisode américain, puisque j'ai été aux États-Unis pendant 1 an et demi, et où il y avait un passage permanent, un flux d'informations, d'implications permanents entre la société civile, le monde des bien portants et celui des malades. Et je me suis dit, tiens, on arrive là, c'est comme en Amérique. C'est formidable et j'avais beaucoup apprécié, pendant mon séjour nord-américain, j'avais beaucoup apprécié cette relation qu'a l'hôpital avec le monde du public. Donc, je me suis engagé immédiatement à cette époque. Et aux États-Unis, ça ressemble beaucoup plus à des fondations, pour le coup. Alors oui, c'est ça, ce sont des fondations. Finalement, peu importe le terme juridique ou la construction associée à cette démarche qui consiste à recueillir des fonds qui ne sont pas spécifiquement dédiés à la santé pour les orienter vers une partie de la prise en charge des malades. Justement, Rennes est l'un des premiers CHU à se lancer dans ces fonds de dotation. Quels étaient les enjeux quand vous le lancez entre 2012 et 2014, Marie-Louis ? Alors, en effet, ça éclot dans l'esprit de la direction générale et des grands médecins que vous avez à vos côtés. En 2012, et le temps de la gestation, si j'ose dire, permet à Nominoé de voir le jour officiellement en 2014. Et cette affaire-là, elle prend toute sa force, elle puise sa force dans ce mariage qu'on organise entre l'excellence entrepreneuriale et l'excellence médicale. Et ce mariage permet de donner de la force à ce qu'est Nominoé et d'aller s'ouvrir sur le territoire, inciter d'autres forces à venir s'intéresser à la santé. Et le collectif associé à ces Bretons qui sont évidemment concernés par leur santé permet aujourd'hui d'avoir des chiffres qui sont ce qu'ils sont, mais qui nous permettent, nous, Rennais, d'être assez fiers, Rennais et Bretons, d'être assez fiers de cette démarche qui a permis de financer des actions extrêmement utiles aux patients. Et puis plus récemment, on a mis aussi en place des petites actions qui sont utiles aux soignants. Pierre Ledjuif, peut-être une question. Qu'est-ce qui vous motive, vous, en tant que chef d'entreprise, à vous lancer dans une telle aventure ? Alors d'abord, c'est la qualité des gens qu'il y avait autour de la table, parce que pour qu'une bonne équipe soit réunie, c'est un premier point indispensable pour aller loin, pour que ça dure. Et donc, je connaissais Jean-Paul Legendre, je connaissais Karim, je connaissais aussi un peu Marie-Louis, et puis j'ai découvert Yannick. Donc, je connaissais pas mal de personnes, autres donateurs, etc. Donc, déjà, il y avait une qualité d'équipe, et ensuite, surtout, la cause était noble, quoi. Je suis moi-même impliqué dans le milieu associatif, ça fait bientôt 30 ans que je milite, et donc, je sais que la santé, c'est un bien commun, et tout ce qui pouvait de près ou de loin, favoriser la santé, le mieux-être, y compris à l'hôpital, m'intéressait, quoi. Et donc, déjà, ce qu'on voulait faire, ce qu'on m'a présenté comme projet, et puis, je vous dis, les gens avec qui j'étais, c'était à la fois une ambition et puis un bel objectif. Donc, j'ai adhéré.
Et aujourd'hui, quels ont été les projets phares qui ont été lancés depuis 2014, Marie-Laure? Alors, depuis 2014, on a lancé une quinzaine d'actions majeures. La première, elle est assez emblématique, c'est la Maison des parents qui permet chaque année de recevoir entre 300 à 400 familles dont l'enfant est hospitalisé à l'hôpital Sud. Donc ça, évidemment, ça ne fait pas débat, c'était utile, ça le reste. Un autre grand projet dont on est très fiers, il a été financé en 2020, mis en place au CHU pour la pathologie qui est devenue numérique. C'est-à-dire que des microscopes qu'on utilise depuis le 19e siècle, nous sommes passés à l'ère du numérique où on associe bien sûr du numérique, mais aussi de l'intelligence artificielle et on permet aux médecins pathologistes de poser un diagnostic plus rapide, plus fiable. Ça sert les intérêts du CHU, mais aussi ceux des autres établissements de l'Ouest qui sollicitent le CHU pour leurs pathologistes. D'autres actions sont financées, je pense au dispositif de relaxation que nous avons mis en place à l'unité de soins palliatifs d'une part, à l'EHPAD d'autre part. Très récemment, peut-être avez-vous vu dans la presse une trentaine de casques de réalité virtuelle qui viennent là aider le patient quand il est contraint de passer un examen délicat, angoissant ou douloureux. Enfin, au total, une quinzaine d'actions extrêmement utiles que je vous invite à regarder sur le site de Nominoé. Et ces actions-là, si elles voient le jour, c'est qu'elles sont portées par des équipes médicales. Les médecins, Karim Boujedma est le président du comité scientifique de Nominoé, et tout comme Yannick qui participe également au comité scientifique, c'est eux qui perçoivent les besoins qui sont ceux du CHU, qui ne sont pas la priorité du CHU parce que ça ne rentre pas dans les dépenses ordinaires, mais on est sur l'innovation et ça permet de tirer vers le haut cet établissement au profit des patients, bien entendu. Donc le fonds Nominoé, c'est 5000 dons depuis son existence. 300 entreprises qui ont participé, à peu près donc 4000 particuliers. Aujourd'hui, quel est le travail que vous faites au quotidien pour que ce fonds continue à prospérer, Karim Boujedma? On en parle. Évidemment, on fait connaître le fonds Nominoé qui continue, dont la notoriété continue de s'accroître sur toute la Bretagne et bien au-delà d'ailleurs, parce que je crois que Marie reçoit des coups de téléphone très régulièrement d'autres centres hospitaliers qui veulent savoir, qui veulent connaître la recette. Comment a-t-on fait pour sensibiliser autant de monde? Comment a-t-on fait pour sensibiliser? Parce qu'il s'est démarqué ce fonds Nominoé par rapport à d'autres CHU en France? Oui, il a été le premier et puis c'est le plus actif. C'est celui qui marche le mieux et c'est celui qui est le plus dans la veine de ce que les médecins imaginent. C'est-à-dire vraiment venir directement aux soins, au contact du malade. Il ne s'agit pas de financer la santé, il s'agit d'aller au contact du malade pour lui amener du confort, du réconfort au cours de son hospitalisation ou alors au cours dans l'évolution de sa maladie. Vous voyez, c'est cette petite niche-là qui ne trouve pas de financement en France à travers le remboursement des soins par les caisses d'assurance, par exemple. Cette petite niche dans laquelle s'est engouffré Nominoé et qui est, à mon sens, la bonne et qui correspond le mieux à ce que l'on voit en Amérique du Nord. Il paraît que vous jouez parfois les saltimbanques, c'est le mot que vous avez exprimé lors de notre entretien de préparation. Ça veut dire quoi, professeur Baligan? Ça veut dire Karim le fait également beaucoup, on va au contact des entreprises, on va au contact des gens pour leur expliquer. Ce qu'a dit Karim est important, on ne fait pas de l'assurance maladie, on ne fait pas une assurance maladie bis. On fait du contact direct. On a parlé tout à l'heure des casques de réalité virtuelle, des maisons des parents. Ça c'est pas remboursé par l'assurance maladie. C'est des projets qui ne peuvent pas être portés de façon standard. Donc c'est ça. Et également ce que l'on fait avec Karim et 2 ou 3 autres médecins, on fait des appels à projets également dans l'établissement. C'est-à-dire qu'on demande aux soignants qu'est-ce que vous imaginez, et on peut parler par exemple des triporteurs, qu'est-ce que vous voulez que l'assurance maladie a imaginé des triporteurs pour sortir les gens de leur EHPAD. Les vidéos qui sont projetées pour les enfants quand ils ont des scanners ou des IRM, c'est très anxiogène. On les met là, on leur projette un petit film, ils ne veulent plus sortir. Avant, ils ne voulaient pas rentrer, maintenant ils ne veulent plus sortir. Non, mais, voilà, c'est du tout venant au contact du patient. C'est vraiment ça le mot qui est le moteur, et puis ça nous permet de rencontrer effectivement.
Justement, on voyait à l'image il y a quelques secondes, vous allez aussi à la rencontre des chefs d'entreprise pour aussi les sensibiliser. Oui. Pierre Leduf, Alors, quand on entre chez Nominoé, on a aussi envie de coopter d'autres personnes. Donc avec Jean-Paul Legendre, qui est notre leader, je dirais, entrepreneur, donc Jean-Paul connaît tout le monde et il est connu de tout le monde. Et comme il a une très bonne crédibilité personnelle, je pense que les gens ont envie de travailler autour de lui. Il sait agglomérer des bonnes volontés. Et donc nous rencontrons, chaque année, on fait un grand dîner, une grande soirée, où il y a 400 personnes qui viennent, ça se passe au Château des Pères. Et c'est une très belle soirée. En plus, les professeurs, les uns ou les autres, et puis plusieurs autres collègues de Karim et de Yannick interviennent aussi. Donc, on apporte aussi une connaissance et une réelle compétence, si vous voulez. Et moi, ce que j'ai apprécié dès le début, si je peux me permettre de le dire à tous les deux, c'est qu'ils ont apporté quelque chose que le patient a vraiment besoin, c'est une humanité. Vous voyez, une écoute, une attention. Qui fait que vous êtes déjà à moitié guéri parce que quelqu'un vous écoute et quelqu'un est là auprès de vous pour vous aider. Voilà. Et après, bien sûr, on passe à la phase clinique, médicale. Mais ça, si vous voulez, c'est assez rare. Et je trouve qu'à Nominoé, Yannick comme Karim le porte très bien. Et ça, c'est vraiment la médecine que j'aimerais voir. Ça me fait penser beaucoup aux médecins de famille. Tout à l'heure, tu as parlé de ton père, médecin de famille. Et moi, j'ai connu, quand j'étais gamin, à la ferme, le médecin de famille qui venait à la maison le soir avec sa valoche. Et parfois, c'était 9h le soir. Il avait une tournée pas possible, mais ça rassurait tout le monde. Vous voyez, il y avait cette proximité humaine. Et je pense que ce qu'on apporte à travers l'action de Marie, qui rencontre tout le monde, c'est cette assurance que le malade reste une personne et pas un numéro. Et que le malade, on lui apporte du confort, on lui apporte du bien-être et on lui apporte aussi une convivialité. Si vous voulez. Et c'est vrai que quand on est gamin ou quand on est jeune, et même à n'importe quel âge, on est rassuré de savoir qu'il y a cette attention-là, cet accueil-là à l'hôpital et au CHU en particulier. Le message aussi, c'est de dire que c'est important aujourd'hui pour le milieu médical de s'ouvrir aussi à d'autres sphères, parce que le collectif, finalement, ce n'est pas qu'une expertise médicale, mais c'est aussi une volonté Absolument. Et collective. ça va être, je crois, un des grands objectifs maintenant de Nominoé, qui a su ouvrir l'hôpital au monde extérieur. Mais je crois que l'étape suivante, mais qui a déjà bien démarré, c'est d'ouvrir le monde extérieur à l'hôpital. Les soignants sont dans une bulle, mais parce qu'ils sont pris du matin au soir et souvent la nuit. Parce ils vivent la maladie des autres. Et je crois qu'ils ont besoin de connaître ce qui se fait, l'intelligence qu'il y a aussi à l'extérieur de l'hôpital, mais pour leur bien personnel, pour leur épanouissement personnel, mais aussi pour l'épanouissement de l'hôpital, qui a besoin de cela pour progresser, pour se coller à la réalité en permanence. Nous avons besoin d'échanges. Est-ce que la solidarité aussi, qui est souvent mise en avant sur notre territoire breton, elle fait aussi le succès du Fonds Nominoé, Marie-Louise? Est-ce qu'il y a cet esprit breton qui porte aussi cela? Preuve est faite d'abord qu'on est sur un territoire très solidaire. L'esprit des réseaux fonctionne mieux qu'ailleurs, il faut le dire. Quand je rencontre mes consoeurs ou confrères partout en France, ils sont un peu jaloux, il faut le dire, parce qu'en Bretagne, on réussit là où d'autres ont plus de difficultés. Et ce que je crois quand même, c'est que Nominoé a réussi à un petit chemin plutôt glorieux grâce à eux. Grâce aux médecins et grâce aux mécènes. S'il n'y a pas des grands médecins qui ont une notoriété forte, vous ramez beaucoup plus. Et si vous n'avez pas des grands mécènes qui portent le projet, vous ramez encore plus. Donc tout ça, c'est un alliage on agrège des compétences, des profits, des notoriétés, et c'est ça qui permet de porter Nominoé. Et aujourd'hui, on peut dire que professeur Boudjema, c'est un peu le visage de ce fonds Nominoé, et c'est pour ça que ça marche aussi. Mais ce qu'a dit Marie est très important, c'est-à-dire que c'est vraiment, on a découvert, nous, c'est une découverte réciproque, on a découvert, nous, des gens exceptionnels, parce que Pierre est là, que je le dis, mais Pierre, Jean-Paul Legendre, Alain Glon, etc. Il faut également ramener le rôle de Marie, parce que si les joyeux saltimbanques que nous sommes sont là, c'est parce qu'il y a une maîtresse d'école qui est sans arrêt en train de nous ramener. Non, mais c'est très, très important. Elle est sévère, la maîtresse d'école? Non, très sévère, terriblement sévère. Il a fait le signe de la règle. Regardez nos mains, surtout les siennes. Alors, j'ai un travail très, très facile, parce que travailler avec des gens aussi brillants,
C'est extrêmement simple. Et la seule chose, c'est de trouver du temps dans leurs emplois du temps qui est très lourd déjà. Alors parfois, j'ai des états d'âme à leur en rajouter, mais bon, pas trop. Bon, et puis, bon, nous sommes heureux de travailler avec Marie. Oui, ça se voit en tout cas. Vous n'avez pas l'air très maltraité. Qui comprend toutes nos difficultés. mais elle est très modeste, la Marie, parce que le succès de Nominoé tient aussi beaucoup à elle, qui a une connaissance de son territoire, et je parle de la Bretagne, tout à fait exceptionnelle. Et ça, c'est fondamental. Et dans cet emploi du temps chargé, vous faites quand même partie d'un think tank qui a été initié par Pierre Leduff. Qu'est-ce que vous tirez de ces espaces de réflexion, Karim Boudjema ? Les meilleurs moments de mon existence. C'est vrai, c'est un groupe d'amis, de gens avec qui on se sent bien, et avec qui on parle d'autre chose que de médecine, quoique on parle de grands sujets de société. On a besoin de confronter nos idées, on a besoin d'échanger, on a besoin de dire parfois ce que l'on pense, même si on est en désaccord avec le reste du groupe, et on a besoin aussi de le faire de manière contrôlée, en ce sens qu'on a besoin d'expertise. Donc nous invitons, mais ça, Pierre, qui est l'initiateur de ce projet, en parlera mieux que moi. Pourquoi il a voulu lancer cela. Donc je ne vais pas lui ravir ce rôle-là. Oui, parce que ça fait 15 ans que vous vous côtoyez dans ce groupe. Disons, dans ma tête, ça trottait depuis longtemps. Il se trouve que j'ai vendu mes affaires en 2008, mes affaires principales. Et je dis, en 2009, j'ai travaillé un projet qui s'appelait Le Grenier. Alors, think tank, tout ce qu'on veut, je dirais que c'est un club de réflexion. Et il y a 3 mots clés, c'est réfléchir, débattre, partager. Et vous rentrez avec vos idées, vous sortez avec d'autres idées sans doute, parce que les uns et les autres ont élargi la réflexion et l'ont vu sous d'autres angles. Mais pour voir un sujet sur d'autres angles, il faut faire appel à des gens qui viennent d'ailleurs aussi. Donc il n'y a pas que des médecins, il n'y a pas que des chefs d'entreprise, il y a des consultants, il y a un agriculteur, et il y a des spécialistes du droit, des avocats, vous voyez, des professeurs divers et variés de l'université. Donc je voulais réunir des gens qui avaient des parcours professionnels divers et agglomérer autour de la table ces regards différents pour éclaircir et élargir. Vous voyez, un journaliste, c'est utile, mais le journaliste, il voit une partie du dossier, mais il le voit bien, il sait bien analyser. Mais quand un agriculteur lui apporte une expérience pratique du terrain, le vécu, il prend tout à coup conscience d'une autre dimension. Ben moi, c'était pareil, j'ai découvert plein de choses sur la médecine ou sur d'autres sujets que je n'avais jamais pu aborder. Mais ce qui m'intéressait, il y avait une idée derrière ça, c'est que je trouverais dommage d'avoir vécu uniquement dans un cylindre, c'est-à-dire uniquement dans ma profession. Alors qu'il y a plein de choses qui se passent dans la vie. La vie est beaucoup plus large que le métier qu'on a expliqué, ou même l'environnement familial. Et c'est bien d'aller pêcher ailleurs pour s'enrichir. Vous voyez, et on s'enrichit tous ensemble parce qu'on apporte autour de la table le débat, les idées, et on partage, comme vous dites, à la fin, l'amitié. Allez, il nous reste 1 minute 30 avant la fin de l'émission. On voulait savoir qu'est-ce qui permet à un chirurgien comme vous de relâcher la pression, de s'aérer après une dure journée de travail. De redevenir comme tout le monde, rentrer chez soi, voir sa famille, ses enfants, qui ne sont plus là, les miens, parce qu'ils sont adultes. C'est de prendre un week-end à la mer. J'adore la voile, et donc je n'en fais pas assez souvent, mais j'aime beaucoup la mer. Et justement, est-ce qu'il y a des lieux particuliers, des lieux fétiches en Bretagne où vous aimez aller vous ressourcer ? Oui. La côte nord, parce qu'elle est magnifique. C'est un enchantement à chaque fois de voir ces couleurs, ces paysages. Et je ne saurais pas vous dire pourquoi j'aime, mais comme tout le monde, sans doute, ça vous prend comme ça. Et puis j'aime bien le sud aussi, mais sur le bassin de la Trinité, parce que c'est facile à naviguer. Il y a toujours une côte en vue et on peut toujours se réfugier. Ça, c'est un problème. Alors vous savez, on est très chauvin dans cette émission. Après 25 ans sur le sol breton, est-ce que c'est une évidence pour vous de dire « je suis breton et fier de l'être » ? Je suis accepté comme tel. Mais quand même, il faut que je souligne le caractère exceptionnellement accueillant des Bretons. J'ai pas mal bougé, pas mal voyagé, pas mal vu le monde. Les Bretons sont ouverts au monde. Ce sont les plus accueillants de la Terre. Et puis, il y a une intelligence en Bretagne qui est très particulière, qui est empreinte de générosité, et ça, c'est quelque chose de très appréciable. Breton est fier de l'être, alors. Complètement. Merci beaucoup, Karim Boudjema, d'avoir été avec nous. Merci à tous pour votre participation ce matin. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je pense que vous ne le savez pas. Vous êtes le 70e invité formidable que l'on reçoit sur ce plateau.
Et comme le veut la tradition, c'est l'heure de la petite photo de fin d'émission. Merci à vous qui nous suivez chaque matin sur France 3 Bretagne. On se retrouve dès demain pour une nouvelle rencontre. 70e. 70e. Ouais, depuis septembre. avec vous. Non. Anybody do the things you do before.